J'ai pas de siège aujourd'hui, mais parce que les deux seuls tabourets qu'on a sont pris par les deux invités. Donc bon, je lance juste la soirée, enfin la soirée, la rencontre. Donc aujourd'hui, vous avez vu, il y a deux personnes, Dominique Pinsol, Thierry Di Cepolo. Et donc c'est tous les deux qui sont. Alors je présente de suite les livres qui vont être présentés et peut-être un peu en discussion. Donc Dominique Pinsol, c'est son livre, c'est pas le dernier qu'il a sorti, qui était sur le sabotage au début du XXe siècle. Mais bon, on en parlera peut-être une autre fois. Mais là, c'est sur la question des médias, la concentration des médias, avec toute l'histoire depuis 1844, je crois. Enfin, en tout cas, depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, de raconter à la fois la concentration, comment c'est un outil de domination politique, c'est pas juste une histoire financière, et puis aussi avec quelles sont à peu près les perspectives qu'on peut avoir pour nous, militants du mouvement social, comment on peut mettre en place un outil d'information démocratique. Enfin voilà, bon. Donc du coup, c'est ces aspects-là qui peuvent être discutés à travers ce livre. En tout cas, Dominique va en parler un peu. L'autre livre de Thierry, donc c'est la trahison des maisons d'édition, des éditeurs. Donc c'est un peu le même problème qui est raconté, mais ça c'est la logique capitaliste. C'est que partout, tous les secteurs économiques sont victimes de ça, du monopole, de la concentration, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de domination politique. Et donc là, c'est au niveau des éditions, du livre, et donc c'est Thierry qui va en parler. Il y a un autre livre, Thierry a participé, c'est Débordé Bolloré. Donc, c'est dans le cadre d'une mobilisation contre. Alors ça s'appelle Bolloré, mais le problème, c'est pas juste Bolloré. Aujourd'hui, il est emblématique un peu de cette question-là, de la domination, du monopole, de celui qui contrôle tout, de l'ultra-riche, machin. Mais en fait, voilà, c'est un mécanisme ou un dispositif qui existe dans l'économie aujourd'hui. Bon, on va discuter de ça, à la fois le constat et en même temps, je pense, les perspectives qu'on peut avoir. Et je pense aussi qu'on va discuter, enfin vous allez aborder un autre livre, c'est celui de Pauline Perreno, qui travaille pour Acrimed, qui a fait un livre il y a quelque temps qui s'appelle Les médias et la gauche. Donc en fait, Acrimed, c'est les médias contre la gauche. Ouais. Acrimed, c'est donc une assoce que vous connaissez peut-être, qui, un peu comme le Monde Diplo, enfin, fait partie de ces acteurs très critiques des médias et qui étudient et qui travaillent dessus et puis d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe et encore une fois, pour mieux combattre aussi les phénomènes auxquels on est confronté. Et donc, je pense que ça va être abordé. Donc, voilà. Pauline qui n'est pas là, mais qui est un peu là quand même. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais... Ah oui, l'absent du soir, c'est Bolloré. Il n'a pas pu venir. Son yacht est en panne. Son yacht et puis son avion, là, comment on appelle ça, son jet, voilà, ouais. Donc, il n'a pas pu. Et voilà. Donc, il est désolé. Il le dit quand même parce qu'il tenait particulièrement à être présent ce soir-là pour débattre. Il savait, il sait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais bon, c'est quelqu'un qui adore débattre. Et donc, il ne peut pas venir. Et donc, du coup, on va discuter sans lui. Et on va pouvoir dire tout le mal de lui et de ce qu'il fait, en fait, tranquillement. Voilà. Donc, je laisse la parole à Dominique et à Thierry. Et puis, donc, l'idée, c'est qu'ils font l'introduction. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire pour lancer la discussion. Et puis, on va passer directement la parole au public qui est là. Vous pourrez poser des questions, faire des commentaires. Et donc, on va avoir une discussion à peu près pendant 1 heure en tout. Donc, eux, ils vont introduire peut-être 2 fois 10 minutes à peu près. On va voir. Et les 40 autres minutes, ça sera la discussion. Voilà. Et à la fin, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous avez des livres que vous pouvez acheter et que vous pourrez faire dédicacer par les deux personnes qui sont présentes. Voilà. On est. Voilà. Bonjour le live. Voilà. Et il y aura peut-être des questions des personnes qui sont aussi en. Voilà, on va voir comment on gère la situation. Voilà, donc c'est parti. Donc Dominique et Thierry, à vous la parole. Bonsoir. Alors, Philippe a oublié un acteur ce soir, pourtant qui est assez présent, plutôt qui est assez grand, mais il le cachait. Donc c'est la carte qui est derrière lui, qui est la carte édition française Qui possède quoi, dont une version sans couleur et un petit peu plus simple est parue Le Monde diplomatique et qui recouvre évidemment son ancêtre qui est Média français Qui possède quoi. Voilà. Donc le cadre qui nous réunit aujourd'hui, donc concentration dans l'édition et dans les médias, a comme caractéristique première, c'est que contrairement à ce qui se passe d'habitude, cette question de la concentration est vraiment très très présente dans les médias, mais assez peu dans l'édition.
Et même si je sais que nous avons été conviés à dire du mal de Vincent Bolloré, je pense qu'il faut le remercier en fait ce soir. Il faut commencer par le remercier très très sérieusement parce que il y a un ensemble de vertus que beaucoup de patrons et notamment de patrons de presse ont perdu. C'est celle de rendre visible une chose qui est devenue complètement invisible. Dans le cas de l'édition, déjà, c'est le fait que édition et médias sont embarqués dans les mêmes galères, d'accord. Et il a fallu que Bolloré arrive pour que le plus grand nombre s'en rende compte, d'accord. Et la deuxième, c'est que contrairement à tous les patrons qui ont continué d'appliquer les recettes de la bonne gouvernance et qui essayent de passer pour des bienfaiteurs, des amateurs d'art, des amateurs de culture, Bolloré fait la preuve en permanence qu'il n'a pas acheté ce qu'il a acheté pour servir les idées de ses ennemis, mais pour servir les idées de ses alliés et pour un projet politique bien précis. Les vertus de Bolloré, c'est de rendre les choses claires. Dans la bataille du livre que nous menons en tant qu'éditeur, le principal point, c'est commencer à essayer de faire en sorte que les gens comprennent à quel point l'édition est un média. Et je vais donner un seul exemple qui rend compte, il est tout récent. Tout le monde a entendu parler de ce livre qui s'appelle La Meute, qui s'est vendu à quelque chose comme 100 000 exemplaires en 15 jours. Les 3 jours pendant lesquels notamment Pauline Pernot et Acrimed ont essayé de montrer à quel point il y a eu un battage, aucun média n'a été absent dans la promotion de ce livre, mais il y a un grand absent de la promotion de ce livre, c'est quel est l'éditeur. Et en général, j'en suis à la 4e ou la 5e rencontre ces temps-ci, j'ai demandé qui était l'éditeur, et je n'ai jamais eu la moindre réponse. L'éditeur, c'est Flammarion, qui est membre du groupe Madrigal, c'est-à-dire un des 10 éditeurs qui concentrent à eux seuls 90% de l'édition française, de la production de l'édition française. L'ensemble des autres noms que vous voyez là, des autres indépendants que vous voyez là, ne règle que 10% et pourtant une diversité qui est indispensable à cette pluralité qui est bouchée par les grands groupes. Je m'arrête là. Je te laisse la parole. Oui, l'essentiel, c'est on fait court pour pouvoir évidemment discuter. La question de la concentration dans les médias, elle se pose effectivement de la même manière finalement que dans l'édition. C'est plus habituel de l'aborder dans les médias que dans l'édition. C'est pour ça qu'on a aussi fait le choix de commencer par la question de l'édition pour le mettre en avant et pas la considérer comme une sorte de question annexe, comme si finalement la concentration dans l'édition posait moins de problèmes sur le plan notamment du pluralisme politique et idéologique. La question des médias, de la concentration dans les médias, elle souffre de 2 écueils, ou en tout cas la critique de cette concentration souffre de 2 écueils. Le premier, c'est de considérer que finalement, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit, de nouveau, de sans précédent, et que le danger Bolloré serait une sorte de menace auquel on n'a jamais eu à faire face auparavant et qui nécessiterait d'unir nos forces, de mettre sous le tapis nos divergences et de se rassembler de manière harmonieuse dans un grand combat contre l'extrême droite, ses médias et peut-être même ses livres. Or, en réalité, dès qu'on regarde les choses de manière un petit peu historique, on se rend compte que cette question, justement, ou la question Bolloré, n'est qu'une étape supplémentaire dans une longue histoire qui commence assez précisément au milieu du 19e siècle, au moment où il y a une presse commerciale qui commence à se développer, alors que jusque-là, la presse était considérée comme une sorte de vecteur d'idées politiques ou de publications purement littéraires. Mais l'idée qu'on puisse se faire de l'argent avec des journaux, c'est quelque chose de très nouveau au 19e siècle et qui a forcément attiré des hommes d'affaires et qui a donc engendré assez rapidement un processus de concentration dont on ne connaît aujourd'hui qu'une énième étape. Il y a eu, pour simplifier, un premier moment à la fin du 19e et au début du 20e. Il y a eu un second moment dans l'entre-deux-guerres. C'est la fameuse presse des années 30 auquel on compare souvent les journaux de Bolloré. Et puis ensuite, malgré les mesures anti-concentration qui avaient été prises à la Libération par les résistants, eh bien, cette concentration a repris de plus belle dans les années 60, 70, 80, 90 et ne s'est jamais interrompue jusqu'à produire le Bolloré que l'on connaît aujourd'hui. Le deuxième écueil, puisque j'ai annoncé 2 écueils, c'est au contraire de considérer que finalement, il n'y a rien de nouveau.
C'est l'écueil inverse, c'est de finalement Bolloré, c'est un grand patron qui possède des journaux parmi d'autres, comme il y en a eu dans l'histoire. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que c'est vrai dans le sens où des patrons richissimes d'extrême droite qui achètent des journaux, des grands journaux, il y en a déjà eu dans les années 30. On peut penser par exemple à quelqu'un comme François Coty, qui était un parfumeur richissime, qui avait acheté Le Figaro, qui avait lancé son propre journal, qui voulait explicitement défendre des idées fascisantes. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, parce que contrairement à ce qui se passait dans les années 90 ou les années 80, ou en tout cas depuis l'après-guerre, disons, il y a ouvertement aujourd'hui, dans la période post-45, quelqu'un qui se réclame ouvertement d'une idéologie d'extrême droite, traditionnaliste, catholique, avec tout ce que vous voulez, et qui le fait savoir. Et qui même s'il prétend l'inverse, finalement, quand on l'écoute et quand on lit entre les lignes, on voit bien quel est son projet. Donc, le regard historique permet en fait d'éviter ces deux écueils, et puis il permet, c'est sur ça que je m'arrêterai, c'est qu'il permet aussi de remédier, en partie en tout cas, au sentiment d'impuissance qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, cette sensation d'éternel recommencement, d'un processus qui se répète, et contre lesquels les citoyens seraient absolument impuissants. Or, il y a en fait des solutions qui ont été envisagées dans le passé. Il y a eu des solutions qui ont commencé à être mises en œuvre même dans le passé. J'ai évoqué les mesures qui ont été prises à la résistance, à la libération par les forces issues de la résistance, qui étaient des mesures extrêmement radicales. Il y a aussi des projets même de transformation de la presse et de l'information en service public, qui ont été portés par des gens aussi peu radicaux que Léon Blum, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, qui n'était pas du tout un dangereux révolutionnaire. Et tout ce passé en fait, de projets de transformation et de solutions apportées au problème de la concentration, il a été oublié, parfois même occulté, à tel point que personne quasiment le connaît, à part les gens qui font l'effort d'aller se renseigner là-dessus. Et cet oubli ou cette méconnaissance participe de ce sentiment d'impuissance que l'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'en revoyant les choses d'un point de vue historique, c'est pas simplement pour l'érudition et pour pouvoir faire l'historien plus malin que les autres en disant ah oui, mais c'est pas nouveau, il y en a eu d'autres dans l'histoire, ça c'est assez facile à dire. C'est surtout pour dire repenchons-nous sur cette histoire-là, parce qu'en fait, nous avons des outils qui sont à disposition, qui ont été élaborés. Nous avons des projets qui sont très élaborés, qui ont en partie commencé à être mis en œuvre après 1945, et qu'il faudrait peut-être reprendre là où ils ont été laissés. Un petit mot avant de vous laisser la parole, de complément sur ce qu'a dit Dominique. L'après-guerre est un moment déterminant, évidemment, aussi pour l'édition, avec un différentiel qui est extrêmement important entre la presse et l'édition. C'est que autant la presse a été quand même profondément refondée, même si évidemment une partie des journalistes ont été recyclés dans les divers médias, le constat est pourtant le même en amont. Aussi bien la presse que l'édition ont été largement accusés de collaboration. L'édition a été laissée intacte. En fait, il y a une ou deux maisons qui n'ont pas été, qui ont été fermées ou épurées, ou comme on veut, mais seulement deux grandes maisons d'édition, en l'occurrence de Noël et Grasset. Mais tout le reste est resté aux mains de leurs propriétaires, avec une conséquence qui était non négligeable, c'est que parmi les deux grands groupes qui ont profité de cette situation, c'est le groupe de Gallimard et le groupe Hachette, qui sont devenus assez vite parmi les plus grands groupes. Et quant aux réponses à y apporter, la question du statut de l'édition est devenue extrêmement importante maintenant, et surtout importante parce que c'est comme si l'édition était devenue une machine à deux vitesses. Lesquels grands groupes qui apparaissent ici et une myriade de plus ou moins petites maisons d'édition. Ces maisons d'édition, de moins en moins font le même métier, de plus en plus fonctionnent de manière différente, et les différents acteurs commencent à essayer de réfléchir sur un point qui est pourquoi ne pas commencer à officiellement les différencier avec un statut d'éditeur indépendant fondé sur un niveau de chiffre d'affaires, fondé sur évidemment avant tout la non-appartenance à un groupe et
évidemment la non-propriété d'autres maisons d'édition, mais aussi insuffler des demandes bien précises, comme par exemple des statuts, des frais postaux différents. La Poste est devenue un lieu de dépenses très très important pour l'édition. Évidemment, une différenciation dans la redistribution de l'aide publique. Pourquoi est-ce que l'aide publique doit être envoyée vers des groupes qui sont des groupes capitalistiques à rentabilité énorme? Voilà, tout un ensemble de critères qui sont à l'œuvre maintenant et qui font partie de la bataille du livre dont je parlais. Voilà, c'est à vous maintenant. Oui, bonjour. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que le phénomène que l'on perçoit actuellement, que l'on vit actuellement en France, est un phénomène uniquement français ou est-ce que c'est véritablement des enjeux au niveau mondial qui se jouent dans la presse et l'édition? La deuxième réponse. Pourquoi? Parce que partout, vous avez du capitalisme, et du capitalisme de presse, et du capitalisme éditorial. Eh bien, quand on laisse faire un système capitaliste, il va spontanément vers de la concentration. C'est pour ça qu'il y a des pays aussi capitalistes que les États-Unis qui ont essayé de mettre en place, même dans les années 1900, des lois anti-concentration, alors qui ne visaient pas forcément spécifiquement les journaux qui déjà à cette époque étaient déjà très concentrés. C'est pour ça que vous avez au niveau de l'Union européenne aussi des lois anti-concentration parfois dans certains secteurs, mais c'est une situation qui est à différents degrés qu'on retrouve dans tous les pays capitalistes, quoi. Oui, mais ma question, c'était est-ce que finalement ça ne s'accélère pas partout dans le monde actuellement? Et ce qui serait le signe non pas d'un problème uniquement, je dirais, capitaliste, mais qui poserait la question, d'autres questions au niveau mondial. Et pour moi, c'est la question de la démocratie qui est mal partout. Et que peut-être que, on va dire, le capitalisme, tant que la démocratie permettait de faire les affaires, on soutenait la démocratie, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux aller du côté des extrêmes parce que les affaires, elles seront là à faire, quoi. C'est une réflexion que je me fais. Oui, après, peut-être c'est possible, mais après, il faut quand même relativiser les choses. Quand on lit, par exemple, la fameuse presse des années 30, dont on nous rabat les oreilles pour la comparer à celle de Bolloré, si on lit ce qui est dit de la démocratie, ce qui est dit de la République, ce qui est dit de tout ça, bon, c'est des choses qu'on n'entend même plus, même dans les discours les plus extrêmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aussi se méfier de l'idée qu'on serait en face d'une situation complètement inédite, de radicalisation complètement inédite du grand capital, etc. Il y a des précédents dans l'histoire. Et encore une fois, si on se replonge un petit peu dans ce qui se disait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est des choses qui sont absolument inouïes et qu'on ne pourrait même plus imaginer aujourd'hui. Je ne parle même pas de la haine antisémite de la presse d'extrême droite, hein, mais c'est d'une violence et d'une violence antidémocratique tellement assumée que c'est complètement impensable aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a un processus d'accélération, de radicalisation, etc. Mais il faut quand même le relativiser dans le sens où on a déjà vécu en fait des choses comme ça. Il y a déjà eu des solutions très radicales qui ont été envisagées. Les résistants ont une réponse très simple. Hein. C'est on rase tout à la libération. C'est-à-dire qu'on ne garde plus rien. C'est la presse pourrie des années 30, comme on l'appelle. Eh bien, en fait, on la supprime. Et on reconstruit tout. Les quotidiens parisiens, on regarde ceux qui ont collaboré, on les supprime. Ça veut dire que la quasi-totalité des titres parisiens sont supprimés. On reconstruit tout. Ici, la Petite Gironde, qui était le journal local, interdit de reparution. Alors, ça ne veut pas dire que les journalistes qui travaillaient à la Petite Gironde ne se sont pas retrouvés à Sud-Ouest, évidemment. Mais en tout cas, l'entreprise, les titres, voilà, c'est des entreprises qui dont les biens sont saisis, sont donnés aux équipes de résistants, qui arrivent souvent dans les rédactions parisiennes armes à la main, et qui c'est de l'expropriation pure et simple. Hein. Bon. Donc, vous voyez, on était quand même déjà à ce degré de conflictualité. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais des mesures d'une telle radicalité sont peut-être d'actualité dans une certaine mesure. Je pose la question pour lancer le débat. Il a fallu quand même une guerre. Hein.
Non, je dirais il a fallu quand même, entre la situation que tu décris et finalement les options qui ont été prises après la guerre, il a fallu quand même la guerre entre les deux. Personne ne souhaite la guerre, évidemment. Eh oui, On veut juste la période après. c'est ça. Bonsoir. La question serait sur les 20 dernières années, le développement de la télé, les médias et tout ça, et comment beaucoup de gens peuvent parler de livres qu'ils n'ont pas vraiment lus, entre autres par exemple, et avoir un impact, l'interférence ou le mariage, la coexistence des deux, puisque sur à peu près 20 ans, il y a quand même des très très gros changements. Le fait est que de toute façon, vous remarquez que dès qu'on commence à parler d'édition et de médias, en fait, il y a une absorption en fait, du média sur la question. En fait, les médias prennent une place parce qu'évidemment, c'est la chose qui est toujours la plus visible. D'accord. Les livres à l'intérieur, ils sont toujours un petit peu invisibles, mais surtout ils sont invisibles en tant qu'acteurs propres. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait les faire sortir pour les rendre visibles et pour montrer la fonction qu'ils ont? Dès qu'on en parle, en fait, ça fonctionne assez bien. Je veux dire, il suffit même de rappeler que même la plus basse production cinématographique, les séries qu'on voit sur Netflix, sont toujours plus ou moins à l'origine d'un livre. En fait, vous avez toujours un livre qui est à l'origine. Vous avez toujours une maison d'édition qui l'a produit. L'intérêt d'ailleurs de figures patronales comme Bolloré dans l'édition sont évidemment pas l'achat des maisons qui produisent le type d'ouvrage que le type de public qui est ici lit, mais en revanche c'est l'achat de machines à produire le matériau de base qui ensuite va être transformé. C'est-à-dire ça a même été théorisé comme tel. C'est-à-dire on achète les livres qui deviendront plus tard de la distraction. C'est là qu'il y a l'argent. Les livres qui sont vendus dans des séries, les livres qui sont vendus en film, c'est ça le cas de distraction. Mais j'ai presque envie de dire que ça n'est pas très intéressant. C'est pas ça qui nous intéresse. J'imagine que les gens qui sont ici dans ce genre de librairie, c'est plutôt les livres d'idées qui les intéressent, les livres de débat d'idées. Et cela échappe la plupart du temps, pour la plupart d'entre eux, en fait, aux questions de rentabilité. D'accord. Alors, évidemment, certains se vendent à un grand nombre. Je parlais tout à l'heure des 100 000 exemplaires de La Meute. Mais encore une fois, est-ce que c'est un livre politique? Non. C'est un livre qui est devenu un instrument de bataille politique. Instrument d'ailleurs qui a été mis en œuvre par un éditeur qui appartient à un groupe qui est extrêmement discret. Maintenant, il s'appelle Madrigal. En vérité, le propriétaire, c'est la famille Gallimard qui est un des propriétaires. Le point qu'il faut rappeler à ce niveau-là, c'est pas seulement le livre même, parce que évidemment, d'un côté, Bolloré, chacun des livres qu'il fait paraître, qu'il porte ou qu'il diffuse, fait scandale. La première fois où ça fait scandale, c'est quand il a diffusé un ouvrage d'Éric Zemmour. Tout le monde a hurlé parce qu'il mettait sa fortune, ses moyens, sa logistique au service du président d'un nouveau parti d'extrême droite qui partait à la bataille au présidentiel. Mais immédiatement, on a oublié que les 5 ouvrages précédents étaient parus dans un autre groupe, qui s'appelle en l'occurrence Albin Michel. Et ce groupe-là a vendu beaucoup, beaucoup plus de livres que ce que Bolloré n'a jamais vendu. Mais en revanche, Albin Michel est le groupe qui est très, très discret. Il est tellement discret que personne ici ne sait qu'il a acheté un autre groupe il n'y a pas longtemps qui s'appelle Humanzis, avec une marque qui s'appelle PUF, que tout le monde connaît, les presses universitaires de France, qui ont, soit dit en passant, d'ailleurs, ont déjà été revendus un certain nombre de fois, en dégradant à chaque vente, et que parmi les derniers ouvrages publiés au PUF, c'est l'ouvrage qui attaque l'idéologie woke, et qui est appuyé sur toute l'idéologie du printemps républicain. Tout cet univers-là est un univers que le travail qu'on mène rend visible. Cette carte a cette fonction-là. C'est rendre visible les acteurs qui sont, à mon sens, parmi les acteurs principaux de cet univers médiatique dont on ne parle jamais. Quel groupe fait quoi? Quel patron à quel rôle? D'ailleurs, une des caractéristiques, tout le monde évidemment connaît le nom de Bolloré, tout le monde ne sait pas qu'il est déjà, il a un rang aux plus grandes fortunes de France, mais aussi un rang aux fortunes mondiales, d'accord. Mais Kretinsky aussi, qui est un Tchèque, d'accord, qui est propriété d'Editis, qu'il a racheté d'ailleurs à Vincent Bolloré il y a quelques années, d'accord. Lui, sa fortune, il l'a pas faite avec
les marchés africains, avec les ports africains, il a fait avec les industries fossiles au moment de la déstructuration des pays de l'Est. Donc le type de contradiction qui est à l'œuvre quand on connaît le fonctionnement de chacun de ces acteurs, c'est, vous allez trouver par exemple dans le groupe qu'il possède, donc Edity, vous allez trouver une maison d'édition dont la fonction principale, c'est publier des ouvrages d'écologie, et notamment des ouvrages consacrés à la réduction des effets de serre et à la décroissance. Donc, l'un des principaux patrons de l'édition française qui a fait sa fortune avec les industries fossiles est patron d'un groupe dans lequel une maison d'édition est consacrée, voilà, etc., etc. Vous avez, plus vous connaissez le monde de l'édition, plus vous vous rendez compte qu'il y a une contradiction colossale entre la diffusion d'idées et la réalité des acteurs économiques qui sont la propriété des maisons qui les diffusent. Oui, juste ajouter à cette dernière réflexion avec l'industrie fossile, je pense que c'est Andreas Malm qui écrit sur ce sujet en disant qu'à peu près 90% de médias polonais étaient achetés par l'industrie fossile. Et comme ça, le fait que la Pologne reste le plus grand producteur de charbon hyper polluant, toute cette discussion peut être maîtrisée par juste la structure propriétaire. Donc, même si la rentabilité peut-être de certains de ces médias est questionnable, le fait qu'ils peuvent étouffer un débat qui peut affecter une industrie beaucoup plus rentable, c'est un investissement pour un peu fabriquer le consentement du public, donc beaucoup plus vaste que juste le média. De fait, la chose qui inquiète le plus le grand public, c'est de découvrir qu'un propriétaire de médias, un propriétaire d'édition peut contrôler effectivement la diffusion d'idées. Mais il y a une énorme différence entre un Bolloré qui est comme vous le savez, qui sans cesse va mettre en avant ses choix politiques, d'accord, et la plus grande partie des autres grands patrons de presse. Alors, il y a des dysfonctionnements qui sont majeurs. Vous vous souvenez de Meurice qui a été ou plutôt dont on a présenté qu'il a dû quitter la maison d'édition qu'il a publié parce qu'il a été censuré par Bolloré. Imaginez un patron de groupe média d'une quarantaine de maisons d'édition qui chacune publie tous les mois une bonne dizaine de livres, s'occuper de surveiller chaque livre qui paraît pour savoir si oui ou non on a dit quelque chose de mal de lui et de ses amis. C'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment que Meurice n'a jamais été censuré par Bolloré. Il a été censuré par le patron d'une maison d'édition dont Bolloré est le propriétaire, qui a été inquiet que son patron prenne mal que, à l'intérieur d'une des pages d'un des livres qu'il a publié, soit dit du mal de Vincent Bolloré. D'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est une intégration de logiques d'autocensure qui sont à l'œuvre. Cette logique-là, il n'y a pas besoin d'avoir Bolloré pour la trouver. Elle est présente partout. D'accord ? Personne n'a besoin il n'y a pas de donneur d'ordre, si vous voulez. Il y a un ordre en amont qui décide. Et quand on commence à étudier l'ensemble de ces groupes, ce qu'on remarque, c'est que sur le spectre politique qu'ils représentent, on a l'extrême droite la plus tapageuse avec Bolloré, mais le patron de Média Participation, Vincent Montagne, est un membre de la droite catholique assez conservatrice, d'accord ? Mais à l'intérieur, vous avez des marques qui sont tout à fait de gauche. Vous avez Le Seuil, c'est l'éditeur du Seuil, d'accord, propriétaire du Seuil, d'accord. Donc, à quoi sert tout ça ? C'est aussi, il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'on l'appelle le roi de la BD, c'est celui qui a acheté la plus grande partie des grandes maisons de bande dessinée. Ce qui compte, c'est la diversité, d'accord. C'est la diversité, c'est-à-dire que le montage et la réussite d'un groupe éditorial, c'est sa capacité à être présent partout, en plus grand nombre, dans le plus grand nombre d'endroits possibles. Et pour ça, si vous avez uniquement le même type de produit, vous ne réussissez pas. Voilà, ça c'est le premier enjeu. D'autres groupes, on a parlé de Madrigal tout à l'heure, qui est l'un des plus discrets aussi, est marqué en fait, quand vous regardez son fond, par le plus grand nombre de titres qui appartient aux bibliothèques antisémites, nazies, en philosophie et en littérature. Mais qui est discrète, elle est là. Voilà. Mais vous n'avez pas que ça.
vous avez aussi une partie là des auteurs de droite qui sont présents. C'est un vrai renouvellement de ce qu'on appelle la littérature de droite. Un Sylvain Tesson, par exemple, qui s'est illustré par ses amitiés à l'extrême droite, il voulait faire partie de cette littérature-là. Il y a différentes méthodes, mais la grosse censure, elle est vraiment minoritaire. Voilà. L'explication, comme on l'a dit aussi, parce qu'il y a des années, là... Il y a des années. Il y a une sorte de chronologie, mais... Il y a beaucoup de choses dessus. Il y a en effet beaucoup de choses. Alors vous êtes loin pour voir. Alors on a... Vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit là? C'est un test de vue en fait. On en a fourni une version qui est une version un petit peu plus petite, d'accord, et qui donc on peut se rapprocher, voilà. Alors le principe est issu en fait du livre que j'ai écrit sur l'édition, qui s'appelle donc La trahison des éditeurs, qui est une entrée qui est à peu près l'entrée inverse de celle qui est habituellement utilisée. Notamment dans une carte qui dans le monde du livre est assez connue, qui est le planisphère de l'édition de Livre Hebdo. Livre Hebdo, c'est l'hebdomadaire de la profession. D'accord, les libraires notamment en font un usage abusif de Livre Hebdo, mais le monde de l'édition l'utilise aussi. Une des caractéristiques de Livre Hebdo, c'est qu'il est plus ou moins la propriété du syndicat national de l'édition. D'accord, c'est-à-dire c'est vraiment l'outil aux mains des plus grands patrons d'édition. La carte le planisphère de l'édition de Livre Hebdo a comme caractéristique de ne présenter que les gros chiffres d'affaires. Et on a presque l'impression que l'édition française, c'est 10 groupes et rien d'autre. Le point de vue de cette carte, déjà, c'est un point de vue totalement inverse. C'est-à-dire que vous avez certes les plus gros chiffres d'affaires, mais vous avez autant que possible les indépendants. Alors là, vous n'avez que les indépendants en littérature générale. D'accord, entendons-nous bien, vous n'avez ni jeunesse, ni beaux livres, ni BD, il y en manque encore un, ni livre pratique, d'accord. Il faudrait une autre carte avec à peu près autant d'indépendants pour la représenter, d'accord. Voilà. Il y a une entrée qui est une entrée par chronologie, avec le principe est très simple. Ce qu'on met en avant, c'est la permanence d'une marque. Voilà. Quand la marque perdure, elle est présente. Quand elle disparaît, on ne la voit plus datée. 1826, c'est l'apparition de Hachette, qui est la plus ancienne grande marque, d'accord. Mais à la même période, juste un petit peu après, Garnier-Flammarion, Hermann, Talandier, Vrin sont apparus. Donc, ils sont présents sur la carte. Vous remarquez évidemment qu'au fur et à mesure qu'on descend, il y a de plus en plus de monde. Pour une raison très simple, c'est que l'ensemble des maisons qui ont été rachetées par chacun des groupes peuplaient évidemment cet espace-là avant d'être racheté. Donc, vous avez une double entrée. À la fois le foisonnement de l'apparition, la survie des marques les plus anciennes et l'absorption par les groupes qui sont là. Il y a une autre leçon qui est probablement, à mon sens aussi, l'une des plus intéressantes sur cette carte, c'est qu'elle a une fonction pédagogique, c'est que normalement quand vous achetez un livre, et ça fait partie du travail à la fois pour nous de pédagogie et de dissimulation à l'inverse chez les grands groupes, c'est que personne ne peut imaginer que la plus grande partie des livres, en fait, ils sont dans une de ces trois sphères, d'accord. Voilà. Donc déjà, vous avez le moyen de repérer en fait qui est le propriétaire du livre que vous achetez. Ensuite, vous avez alors la partie la plus compliquée, mais qui intéresse en particulier les libraires, c'est-à-dire que vous avez aussi la mention de la diffusion-distribution. Là, ça, c'est la partie la plus difficile, la plus compliquée de cet univers-là, pour une raison très simple, c'est qu'un éditeur, il peut être distribué par une maison, diffusé par une autre, il peut être diffusé, distribué par la même maison, il peut s'auto-diffuser, etc. Voilà, tous les mélanges sont possibles. C'est ce qui rend la chose assez compliquée. Mais là, vous avez un code couleur, voilà, Hachette Distribution, qui est le diffuseur d'Albin Michel et qui est le diffuseur-distributeur de l'ensemble de toutes les maisons qui sont entourées par la même couleur. Là, vous avez une autre couleur, etc. Vous avez la Sodis et c'est comme ça. Donc, vous avez un instantané du monde de l'édition. Voilà, c'est comme ça que ça se lit. En bas, vous avez la liste d'éditeurs indépendants, vous avez les chiffres d'affaires, avec une caractéristique évidemment qui est celle de l'édition française, c'est que plus de 2 milliards pour le groupe Hachette, plus de 700 000 euros pour Madrigal et Editis et Média Participation. Après, on tombe à 200 et on arrive, les petits groupes, ils sont autour de 60 millions d'euros. D'accord. Et sur la sphère politique, qui n'est évidemment pas présente, mais qui est importante, si vous voulez, on va donc, comme je disais tout à l'heure, de l'extrême droite à la moins droite. Vous avez évidemment Albin Michel, qui est celui Actes Sud, qui est celui qu'on cite tout le temps,
D'accord. Mais il faut se souvenir que si on veut essayer d'espérer les contre-pouvoirs dans cet univers-là, il faut se souvenir que la patronne d'Actes Sud, c'est-à-dire Madame Nyssen, a été ministre du premier gouvernement Macron. Donc voilà, c'est le moins à droite qu'on ait dans le patronat de l'édition. Voilà. Oui, je précise juste un truc sur Hachette. Hachette, c'est, si vous voulez comprendre tout ce qui s'est passé dans les médias et dans l'édition, en fait, depuis 1945 et même avant, vous regardez l'histoire d'Hachette, puisque Hachette a fait sa fortune, en fait, d'abord en monopolisant les kiosques de journaux dans les gares. C'était les ancêtres des relais H. Ensuite, a monopolisé entièrement la distribution de la presse dans l'entre-deux-guerres, a distribué la presse de l'ennemi et des collabos pendant la guerre. Donc il a été question de le nationaliser à la guerre et certains hommes politiques, dont un certain François Mitterrand, ont tout fait pour l'éviter. Il était question de confier la distribution des journaux à une coopérative, une société coopérative qui n'a pas résisté financièrement à la situation d'après-guerre. Et c'est Hachette qui a tout repris. Et en fait, Hachette est passé complètement entre les mailles du filet à la Libération et jouit d'une longévité extraordinaire dans le secteur. Et donc oui, la question qui était posée, enfin les questions, il y en a qui demandent où sont dans ce joli tableau, où sont les liens qui libèrent et Libertalia. Alors les liens qui libèrent, j'ai vu là. Alors, il y en a qui s'inquiètent. Ouais, non mais j'y sont. Ils y sont. Alors, par exemple là, les liens qui libèrent, rond bleu, couleur, on imagine que c'est distribué par Hachette. C'est la même couleur, c'est le même bleu. À mon avis, c'est celui-là de bleu. C'est Sodis, c'est le bleu Sodis. Oui, peut-être, ouais. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est le bleu Sodis, mais c'est la Sodis, quoi qu'il en soit. Ok. Voilà. Et donc, ouais, bon, les liens, et puis après, bon. Ah. Donc, bon. C'est le rond Harmonia Mundi qui est là-bas. Il voit, vous avez en gros plan, là, ouais. Vous avez montré, c'est bon, voilà. Bon, après, on va pas pouvoir tout faire. Hein, non, par pitié. Ouais. Alors, en attendant que vous trouviez vos questions, Dominique signalait à juste titre tout à l'heure qu'effectivement, c'est une curiosité qu'Hachette se retrouve à avoir, à s'être mis au service de l'occupant allemand et à la sortie de la Libération, il va finir par rafler l'intégralité, même enfin, il va rafler une partie d'une manne qui lui avait échappé avant. C'est-à-dire qu'il ressort plus riche qu'il est rentré, d'accord, voilà. C'est pas le seul, d'accord. L'autre cas, évidemment, c'est Gallimard, qui est à la fois le plus et le moins connu. La lecture de la biographie de Gaston Gallimard, qui est le fondateur de la maison, est tout à fait remarquable, d'autant plus que cette biographie est parue chez Gallimard. Donc au moins, l'un des avantages, c'est qu'on peut difficilement accuser les informations qui sont à l'intérieur d'être des informations, on va dire, en faveur en défaveur, pardon, de Gaston Gallimard. Pourtant, le portrait fait en plus par un certain Pierre Assouline, qui lui-même est un employé de Gallimard. Donc ça veut dire que nous avons une biographie de Gaston Gallimard qui est publiée aujourd'hui par Gallimard et écrite par un employé de Gallimard. Et en fait, la seule leçon qu'on peut tirer à l'issue de cette très longue biographie, très fouillée, très sérieuse d'ailleurs, c'est que pendant la guerre de 39-45, la situation de la maison Gallimard a été absolument florissante. Ils ont eu des chiffres d'affaires de vente qui en ont fait une maison qui a vraiment profité de ce qu'on appelait habituellement la collaboration. À l'intérieur, il y a même une petite histoire qui est probablement celle qui est la plus émouvante à raconter, c'est l'histoire de la bibliothèque de la Pléiade. Comme a dit Dominique, si vous ne posez pas de questions, on ne s'arrête pas de parler. Donc on va continuer jusqu'à ce que quelqu'un soit las et pose une question. D'accord, on fait comme ça, Dominique? Okay. Voilà, on verra. Avant nous, tu crois que c'est pas sûr que ça va arriver parce que je sais pas comment vous êtes vous là-bas, mais ici il fait très chaud au fond là. Donc tout commence en fait en 1932 quand disons un héritier malheureux juif russe du nom de Chiffrine, Jacques Chiffrine, qui est malheureux. Pourquoi? Parce que son père, un modeste ouvrier à Bakou,
mais qui fait une rencontre et puis qui a l'intelligence de bien connaître l'industrie naissante de l'extraction pétrolière, rencontre dans cet homme M. Nobel qui est un ingénieur, et tous deux ont l'idée qu'on appelle ça, de breveter un système d'extraction des rejets de l'extraction de ceux qui sortent le pétrole à bas coût, qui bien volontiers leur cèdent ces rejets, mais la réussite, c'est que en fait, ils deviennent l'un des plus riches producteurs de pétrole. Cet ouvrier. Cet ouvrier va envoyer ses enfants dans l'Europe de la période, vont devenir des gens extrêmement lettrés, qui vont connaître le monde de l'art, le monde des lettres. Et ce Jacques Chiffrin va faire tout un ensemble de rencontres à cette période-là en Italie, en Espagne, à Paris, jusqu'évidemment en 17 où l'entreprise paternelle est nationalisée et il n'a plus d'argent. Et comme certaines personnes qui ont plus d'argent et qui ne savent rien faire, eh bien, il devient éditeur. Et l'idée qu'il a, et qui est une idée qui va un petit peu surprendre tout le monde, c'est un petit peu le contre-pied. Il va fabriquer des petits livres très denses, entourés couverts d'une jolie couverture en cuir, dans lequel on peut trouver, pour un prix qui serait inférieur à l'ensemble des œuvres d'un auteur, toutes ces œuvres concentrées là-dedans, avec un papier Bible, voilà. Ça marche plutôt bien, ça marche même tellement bien qu'il finit par avoir des problèmes de trésorerie, mais ce monsieur connaît du monde, notamment un certain André Gide. André Gide, qui est son soutien, d'ailleurs il va aussi le publier une partie des œuvres de Gide. Gide connaît lui-même du monde, dont notamment la famille Gallimard, puisqu'il est quand même à l'origine de la NRF. Et après 2 ans d'insistance, il va réussir à faire en sorte que Gallimard rachète cette maison naissante qui fonctionne bien, mais qui manque de trésorerie. Et il s'engage à payer comme directeur de collection Jacques Chiffrin. Ça fonctionne très bien jusqu'à l'arrivée des Allemands, où Jacques Chiffrin est mis dehors, comme à peu près tous les employés juifs de l'époque, dans l'obligation d'organiser leur maison. C'est là où les choses elles deviennent exemplaires du fonctionnement non seulement des maisons d'édition françaises, mais de celle-ci en particulier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la fuite de la famille Chiffrin, qui a besoin évidemment de moyens pour quitter le territoire, se heurte à une chose qui est élémentaire, ce sont des histoires très triviales, c'est le besoin de l'argent. Donc en fait, il n'aura pas d'argent de la famille Gallimard, il n'aura pas d'argent de son employeur. Finalement, ça va être André Gide qui va lui permettre de quitter le pays à Marseille et de quitter le pays sous la pression allemande. Il va se retrouver aux États-Unis, à New York où évidemment il manque de moyens pour vivre, et donc il va essayer de mettre en pratique sa compétence, c'est-à-dire de l'édition, pour essayer de relancer la Pléiade en France. Il va échouer. Il a finalement, on va dire, créé une grande maison d'édition américaine qui s'appelle Pantheon Book, mais évidemment l'argent manque toujours, nous sommes vraiment en période de récession, et il va finir par continuer jusqu'à la fin de ses jours à réclamer son dû à la famille Gallimard qu'il n'aura jamais. Alors, voilà. Sauf que ça, c'est la version américaine, la version, on va dire, ratée. La version réussie, c'est qu'est-ce qui est devenu la Pléiade en France? On la connaît aujourd'hui. Mais le monde de gloire de la Pléiade, c'était vraiment sous la collaboration. Il y avait les cercles à la Pléiade, les concerts à la Pléiade, en plus de la collection à la Pléiade. Ils ont réussi à valoriser cette marque comme une marque de luxe, d'accord, qui était même offerte aux officiers lettrés, par exemple Junger, voilà, donc qui a été ensuite édité par Gallimard. Donc vous avez une sorte de double image, si vous voulez, de cet emblème de Gallimard. Après-guerre, évidemment, on sait ce qui est devenu cette collection. Jacques Chiffrin a un fils qui s'appelle André Chiffrin, dont vous pouvez connaître peut-être les livres sur l'édition, puisqu'il a publié les premiers grands livres critiques sur l'édition, qui s'appellent L'édition sans éditeur, puis ensuite L'argent et les livres, d'accord, publié aux éditions La Fabrique, est envoyé par son père en France pour récupérer son dû. C'est-à-dire l'ensemble des droits d'auteur sur la collection La Pléiade. Il ne les obtiendra qu'après un procès. Voilà.
Donc c'est toute cette histoire-là qu'il faut raconter et qui est la réalité. C'est-à-dire que la réalité de la manière dont aujourd'hui l'édition française est, au moins pour ces deux marques, sont ceux qui ont réussi à sortir victorieux de la période de collaboration. Bonsoir. J'ai une petite question. Il y a quelques années, on disait que le monde de l'édition était en crise. Et est-ce qu'une des réponses à cette crise, c'était justement le fait que toutes les maisons d'édition se rassemblent en grands groupes? Ou est-ce que c'était déjà le cas? Et est-ce que c'est un peu fou de dire que c'est un peu ce capitalisme qui a sauvé l'édition parce qu'en face, il y a Amazon, il y a tout ça derrière? Ouais. Bonsoir. Je me posais la question d'un point de vue historique. Est-ce qu'on a des contre-exemples de propositions de loi qui ont pu, dans le monde ou en France, être faites pour justement réformer ou déconcentrer ces médias? Et est-ce qu'aujourd'hui la gauche est en mesure même de le faire, vu que c'est un sujet dont on n'entend pas forcément beaucoup parler? Et voilà, est-ce qu'il y aurait des solutions, un espoir possible? Je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question, parce que c'est plus logique de commencer par là, je pense. Alors sur la question des lois, oui, tout à fait. Il y a la libération, en fait, il y a des ordonnances qui sont prises, les ordonnances anti-concentration, qui imposent par exemple que le fait qu'un homme d'affaires ne peut pas posséder plus d'un quotidien tirant à plus de 10 000 exemplaires. Vous imaginez la radicalité de la mesure et à quel point on crierait à l'attentat... un attentat contre la liberté de la presse aujourd'hui. Il y a aussi un projet, et ça rejoint ce qu'a évoqué Thierry pour l'édition, un projet d'élaborer un statut particulier pour les entreprises de presse. Aujourd'hui encore, et ce depuis toujours en réalité, et notamment depuis la fameuse loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est encore en vigueur aujourd'hui en France, les journaux, les entreprises de médias sont des entreprises comme les autres. Elles sont soumises aux mêmes contraintes financières, commerciales, à la même exigence de faire du profit, etc. Elles peuvent être gérées de la même manière que n'importe quelle entreprise. Elles peuvent générer du profit comme n'importe quelle entreprise. Elles peuvent générer des dividendes pour des actionnaires comme n'importe quelle autre entreprise, etc., etc. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place un statut particulier des entreprises de presse, par exemple, pour dire un journal, une entreprise de presse, ça ne peut pas créer des profits qui ensuite sont versés sous forme de dividendes à des actionnaires, par exemple. Ou ça doit générer des profits, mais qui doivent être quasiment intégralement réinvestis dans l'entreprise pour permettre de tenir à distance des milieux d'affaires qui ne seraient intéressés que soit par l'argent, soit par la volonté de manipuler l'opinion pour aller vite. C'est un serpent de mer, en fait, qui n'a jamais abouti à quoi que ce soit, qui est revenu on a reparlé beaucoup dans les années 60-70. Il y avait un mouvement des sociétés de rédacteurs, sociétés de journalistes, qui a essayé de remettre au goût du jour cette idée-là, en disant, par exemple, il faudrait que dans les journaux, 51% du capital, par exemple, soit détenu par les journalistes, pour qu'ils aient un droit de veto sur les actionnaires, etc. C'est des choses qui n'ont jamais abouti, qui sont toujours en discussion aujourd'hui, et qu'on peut aussi évoquer pour l'édition, et c'est ce que Thierry a fait, c'est-à-dire une mesure simple qui n'a rien de révolutionnaire. Vous voyez, j'ai parlé de manière très enthousiaste d'expropriation tout à l'heure, et là il ne s'agit pas d'exproprier, c'est un projet tout à fait... Oui, je vois que tu étais un peu choqué d'ailleurs, Philippe, hein, mais c'est un projet tout à fait réformiste, quoi. C'est simplement dire on fait un statut pour mettre à distance les appétits commerciaux. Bon, voilà. Donc, il y a alors des projets de loi, il y en a eu tout un tas jusqu'au début des années 50. On a la matière, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place, sauf la volonté politique. Et du coup, on se retrouve dans une situation, mais là, je laisse la parole à Thierry, où on peut avoir la fausse impression que finalement, la seule solution qui reste, comme pour la presse, c'était le même discours, hein, quand on a commencé à dire le thème de la crise de la presse, ça date déjà des années 70, et on en parlait même dans les années 20, dans la crise de la presse. Et qui est-ce qu'on présente comme sauveur quand il n'y a pas de puissance publique derrière? Les capitalistes et ceux qui ont de l'argent, qui eux-mêmes se présentent comme sauveurs. Puisqu'ils disent sans nous, vous mourrez. C'est-à-dire qu'on présente une dépendance et un droit de vie et de mort comme une manière de sauver la liberté d'expression et la liberté de la presse.
De fait, quand vous entendez des slogans comme la crise de l'édition, vous savez très bien que c'est l'invention de marronniers, quoi, d'accord, voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, voire des énormes problèmes, bien sûr. Mais en général, ce n'est pas ceux qui sont présentés. Je vais essayer de répondre en deux directions. D'abord, une sorte de diagnostic sur le vrai dysfonctionnement qu'il y a là aujourd'hui, et ensuite, le type de réponse qu'on peut y apporter. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je fais une présentation média-édition, donc avec un historien des médias et moi qui parle d'édition. Et les convergences sont vraiment assez faciles, quoi. C'est extrêmement satisfaisant de voir enfin qu'on peut montrer de manière efficace en fait cette proximité. Je dis bien encore une fois la proximité, pas pour tous les livres, d'accord, mais pour les livres qui intéressent ce genre de librairie et les gens qui sont venus ce soir, c'est-à-dire les livres d'idées, les livres d'histoire, les livres de sociologie, les livres de philo, voilà, etc. La crise de l'édition, si jamais ça a un sens aujourd'hui, c'est essentiellement une crise de surproduction. Voilà, qui est dénoncée de manière maintenant ouverte, comme disait Dominique, pas du tout par la frange la plus révolutionnaire de l'édition, de la librairie ou de la distribution, mais par vraiment à peu près toute personne qui est un petit peu au courant de ce qui se passe. Quand on dit surproduction, pour donner un ordre d'idée, un chiffre même, la croissance de la production de livres en 1980 aujourd'hui, c'est 300%. D'accord ? C'est-à-dire il faut imaginer le chiffre, d'accord ? Cette réalité-là, elle est le résultat évidemment de la concentration qu'on observe là, d'accord, mais pas seulement. Elle est due à des tas de choses qui sont un petit peu compliquées à articuler, surtout à décrire, parce que ce sont des détails, mais modification des parcs machines des imprimeurs, facilitation de la production, voilà, tout un ensemble de critères, c'est-à-dire numérisation bien entendu, qui participe. Mais surtout, cet ensemble-là profite en fait à ceux qui ont les moyens de beaucoup produire. C'est surtout ça qu'il faut noter. C'est-à-dire que l'édition, elle peut quasiment être coupée entre presque deux mondes uniquement sur un critère. En combien de temps et pour combien de temps faites-vous les livres ? Plus les groupes sont importants, plus ils font les livres vite pour qu'ils soient vendus vite et pilonnés vite. D'accord ? Plus vous avez une structure proche de l'artisanat, plus les livres sont faits lentement, ils sont imprimés, ils sont édités lentement, et ensuite on espère qu'ils vont être vendus longtemps. D'ailleurs, ce sont des calculs qui sont très compliqués à faire, mais il faudrait voir combien de maisons d'édition des grands groupes réussissent à mettre dans le fond des librairies des ouvrages par rapport à la production des grands groupes. Mais il est à parier, si vous voulez, que relativement aux productions de chacune des maisons d'édition, plus les maisons d'édition sont petites, plus le prorata de livres qui rentrent dans le fond est important. Aujourd'hui, c'est intégré, une fois de plus, il faut rentrer dans des détails techniques qui sont parfaitement ennuyeux, mais une partie des maisons d'édition des grands groupes calculent des durées de vie de moins de 3 mois au livre. Au bout de 3 mois, c'est fini. D'accord ? Mais c'est calculé comme tel. Et ça, c'est une manière de faire de l'argent, mais pas seulement. La méthode numéro 1, c'est l'occupation du terrain. Voilà. Plus vous produisez, plus vous avez de la place en librairie, moins ça a de la place aux autres. Voilà. Ça a des effets aussi sur, ça veut dire le type de travail que mènent les libraires. Ça, le temps de présence sur les tables. Vous imaginez bien que si vous avez un flux permanent d'ouvrages, le travail du libraire pour résister à ce flux et pour essayer de faire son choix, il devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, les libraires ont commencé à avoir une réponse. C'est un mouvement qui est extrêmement récent, qui est très récent. Ça s'appelle la trêve des nouveautés. La trêve des nouveautés, qui est un joli mot pour parler de la grève des offices. Voilà, les offices étant les ouvrages qui paraissent tous les mois, d'accord, 2 fois par mois. La trêve des nouveautés a été menée par seulement 20 libraires, c'est-à-dire par personne, vous me l'accordez, et certainement pas les grandes librairies, d'accord. Le résultat a été très net. Alors oui, pour préciser ce que c'est que la grève des nouveautés, c'est-à-dire que chacun des libraires choisit pendant combien de temps, 1 mois, 2 mois, quel type d'ouvrage apparaître il refuse de prendre. Il refuse de prendre toutes les nouveautés d'un groupe, il refuse de prendre toutes les nouveautés d'un thème, d'accord, voilà, c'est lui qui choisit. L'important, c'est qu'il ne soit plus soumis au flux, c'est ça qui compte. Les résultats ont été donnés sur ces 20 libraires, aucun libraire n'a eu une baisse de chiffre d'affaires. C'est une donnée importante, c'est-à-dire qu'un libraire qui arrête pendant 1 mois, 2 mois de commander une nouveauté, n'a aucune chute du chiffre d'affaires. En revanche, vous imaginez bien que le chiffre d'affaires de ceux qui ont produit ces livres a baissé. Enfin,
Pour 20 libraires, je ne pense pas qu'il y ait de grands risques. Mais suffisamment pour que l'ensemble de ces libraires ait été convoqué par le syndicat national de l'édition, et en l'occurrence c'est Antoine Gallimard qui a pris la parole et qui a sérieusement grondé les libraires qui ont mené cette... C'est allé même plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont été menacés de ne plus recevoir les ouvrages à paraître s'ils continuaient ou si même ils ne s'engageaient pas à ne plus participer à la grève de nouveautés. Des nouveaux libraires qui venaient ouvrir des comptes chez les distributeurs, on leur a demandé, on les a sommés de s'engager à ne pas faire la grève de nouveautés si jamais ils voulaient ouvrir un compte. D'accord ? Chez ces 4 grands groupes. Voilà. Donc ça veut dire que une toute petite action comme celle-là, mais qui met à jour de manière absolument exemplaire en dysfonctionnement, a une efficacité sérieuse. Voilà, très sérieuse. On est en train de l'associer donc avec des bordées Bolloré et avec cette carte et avec le statut d'édition indépendante, dont je vais parler un petit peu parce qu'il recouvre exactement ce qu'a raconté Dominique sur la presse. C'est que, et puis oui, une fois de plus, pour utiliser les mots, voilà, tout ça n'a rien de révolutionnaire, absolument rien. C'est-à-dire que la plus grande partie des critères que j'ai évoqués tout à l'heure rapidement sur le statut d'éditeur indépendant et que je vais un petit peu plus développer maintenant, sont des critères que j'ai rassemblés essentiellement dans les discours du CNL, Centre national du livre, du ministère de la Culture et toutes les institutions comme celle-là. D'accord ? Ça n'a rien de révolutionnaire. La première est très simple, le premier critère est très simple, on le trouve dans les critères du Centre national du livre, c'est un indépendant et donc une maison d'édition qui n'est propriété d'aucune maison et qui n'en possède lui-même aucune. Ça ne veut pas dire qu'il peut être propriétaire, je sais pas, votre boucher, s'il a mis sa chaîne maison d'édition, eh ben, il est propriétaire de sa maison d'édition, mais la maison d'édition est indépendante, elle appartient qu'à votre boucher. D'accord ? Voilà. Alors en général, c'est pas un boucher, c'est plutôt des gens qui ont un peu plus de moyens qu'un boucher, mais c'est pareil, peu importe. Pensez à votre boucher qui a acheté une maison d'édition. Elle est indépendante. Deuxième critère, évidemment, qui est très important, vous avez remarqué, nous n'avons pas parlé de contenu, nous n'avons pas parlé de politique, nous n'avons parlé de rien. Nous avons dit que juste il ne devait pas être propriétaire, il ne devait pas être propriété d'eux. Deuxième critère, le chiffre d'affaires. Le CNL est un petit peu misérabiliste, il considère que ce chiffre d'affaires ne doit pas être supérieur à 500 000 euros. Multiplions par 20. Nous arrivons à 10 millions. À 10 millions d'euros, nous n'avons encore aucun des gros ici, en fait. Nous n'avons aucun groupe, en réalité. Il faut encore multiplier, il faut arriver jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros pour arriver au groupe. D'accord ? Un autre critère qui est important, c'est une fois que vous avez constitutionnalisé, et ça a été défini comme tel par les gens du CNL qui ont proposé ce statut, une fois que vous avez constitutionnalisé ce statut, vous pouvez l'utiliser pour traiter de la distribution des aides publiques, avec un argument qui est très simple. Pourquoi est-ce que l'aide publique irait à des grands groupes qui n'ont de cesse de grossir et qui n'ont de cesse de racheter les maisons et donc de réduire l'état de la diversité? Alors, un détail, pourquoi ils achètent? Évidemment, ils achètent pour grossir, mais pas seulement. Tout groupe est une machine à s'auto-stériliser. Sans l'achat de nouveau, en fait, ça finit par mourir. C'est un point. D'ailleurs, on peut presque dire que dans une certaine mesure, l'organisation actuelle est une organisation de maintien en précarité d'un pool d'éditeurs qui vont pouvoir être rachetés pour se renouveler. Le système est plutôt bien fait en ce sens-là. Enfin, tout dépend du point de vue où on est. D'accord ? Prenons un critère, je parlais tout à l'heure de la Poste. Alors, ce critère non plus, une fois de plus, n'a rien de révolutionnaire. Par exemple, l'Allemagne a des tarifs postaux actuellement spécifiques pour l'envoi de livres. D'accord ? C'est une chose qui existait en France, y compris pour l'étranger, qui va disparaître actuellement. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, tout ça n'a rien d'extraordinaire. La publicité, j'imagine que les plus anciens se souviennent qu'elle est récente pour les livres. Ça fait pas longtemps que les livres peuvent bénéficier de publicité. Éliminons la publicité pour le livre, puisqu'on sait très bien que la publicité, ça n'est rien d'autre que l'accélération de la consommation d'objets inutiles. D'accord. Rajoutons un autre critère, évidemment, qui est celui-ci probablement le plus compliqué. Oui, non, en arrière d'un point. Quand je disais que les aides publiques directement au fonctionnement des maisons d'édition est un critère qui pourrait être établi, le Québec, qui a une politique extrêmement protectionniste en matière d'édition, aide les éditeurs, leurs éditeurs.
essentiellement pour résister à la production française. D'accord ? Alors évidemment, le système est loin d'être parfait puisqu'ils aident à la production. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au système de la presse. D'accord ? Il suffirait de l'indexer à ce statut d'éditeur indépendant pour que ça ait des effets immédiats de différenciation. D'accord ? Alors évidemment, le point dur de ces statuts, c'est quand on arrive à la question de la concentration horizontale et verticale. C'est-à-dire que, mais on retrouve exactement les critères qu'a donné Dominique pour la presse après la Seconde Guerre mondiale. Interdiction à un groupe d'avoir non seulement plusieurs maisons d'édition, c'est-à-dire horizontales, mais aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne, libraires, diffusion, distribution, médias. Avec ces quelques critères très très simples qui sont, encore une fois, qui n'ont rien de révolutionnaire, qui sont tout à fait réformistes, on bouleverse complètement cette carte. Cette carte disparaît. Voilà, comme organisation. Et je dirais juste que le même type de système ou de réforme mettrait un terme à la situation complètement absurde qui existe aujourd'hui en matière de presse, c'est-à-dire le système des subventions, des aides publiques à la presse, qu'elles soient directes sous forme d'argent versé ou indirectes sous forme de dégrèvements postaux ou sous forme d'avantages fiscaux, etc. Aujourd'hui, par exemple, le JDD de notre ami Bolloré a touché 2 millions d'euros d'aide publique l'an dernier. Le groupe Le Parisien, aujourd'hui en France, donc de notre ami Bernard Arnault, a touché quasiment 12 millions d'euros d'aide publique. J'ai pris tout à l'heure, pour m'assurer d'avoir des chiffres récents, j'ai regardé au hasard le magazine Alternative Libertaire, qui a touché 1898 euros. D'accord ? Donc, on est dans un univers où l'argent public finance des journaux comme Le Figaro, 7 millions d'euros par an, qui pestent contre la dépense d'argent public perpétuellement. Une des manières tout à fait simples qu'on pourrait de rééquilibrer les choses est de réserver ces aides publiques à des entreprises indépendantes dont le capital serait possédé à 51% par les équipes de rédaction, ou des mesures tout à fait simples comme celle ou dans lesquelles il n'y aurait pas de publicité, ou exactement le même type de critères que l'on pourrait imaginer pour l'édition. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, il faut toujours... on sait très bien que quand on parle de ça, qu'on commence à dire, et peut-être que l'État pourrait intervenir, on va dire, oulala, attention, liberté d'expression, l'État, c'est l'ORTF, c'est etc., etc. En réalité, aujourd'hui, une grande partie de l'information, de la production de l'information, est déjà en grande partie socialisée. D'accord ? On n'est pas dans un pays communiste. Hein. Elle est, de fait, le chiffre d'affaires des entreprises de presse, il est déjà socialisé à hauteur, et je ne prends même pas en compte les dégrèvements fiscaux, mais à hauteur de 20%. 20% du chiffre d'affaires du secteur de l'information, c'est des aides publiques. À hauteur de 20%. Donc, c'est-à-dire qu'il suffirait de placer le curseur un petit peu plus encore en avant pour en faire une sorte de service public, mais en réservant ces sommes à des entreprises qui le méritent. Alors, deux questions des téléspectateurs, téléspectatrices. Je ne dis pas le nom, parce que c'est des noms très compliqués. Mais bon, donc la première, c'est Pierre-Édouard Stérin a-t-il pour objectif d'entrer dans le paysage médiatique par le biais de l'édition comme Bolloré ? Après l'échec du rachat d'Editis par Marianne, mais le lancement de Néo, l'appui au mensuel L'Incorrect, il semble se tourner vers des médias en ligne comme Serfia plutôt que vers l'édition. Voilà, donc ça c'est une première question ou premier commentaire en même temps. Et l'autre c'est, pourriez-vous nous parler des électrons Bolloré comme Toxin, Le Crayon ? Voilà, point d'interrogation. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence, mais voilà, ce sont donc au moins deux questions qui ont été posées en ligne. Alors, malheureusement, parmi notre entre-gens, les gens que nous voyons régulièrement, nous n'avons pas M. Sténin, donc nous ne savons pas exactement ce qu'il va faire ces prochaines années, mais il est évident que, puisqu'il a déjà annoncé son programme, que oui, ça fait partie de son programme, voilà, et qu'on connaît. C'est déjà un allié de Bolloré, il a déjà, je crois que c'est ensemble, ils ont essayé d'acheter une formation une formation de métier de libraire, non ? Tous les deux, ils ont essayé d'acheter, voilà. Donc, voilà. Je voulais revenir, avant de te laisser la parole pour la deuxième question, sur d'abord un critère que j'ai oublié tout à l'heure sur le statut d'éditeur indépendant et aussi sur qu'est-ce que la gauche peut faire vis-à-vis de ça. Le critère de la surproduction est évidemment un critère écologique.
C'est-à-dire que il y a une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre qui a travaillé là-dessus, et les chiffres sont vraiment assez exemplaires. Donc, la première demande, c'est non seulement, comme je disais tout à l'heure, la surproduction est une stratégie d'occupation, mais elle a des conséquences écologiques lourdes. Mais la question, évidemment, la manière d'y répondre, ça n'est pas s'adresser à 10% des producteurs de livres, c'est s'adresser à ceux qui produisent 90% des livres. Donc il n'y a pas grand monde à qui on peut s'adresser pour faire réduire la production. C'est 10 acteurs, c'est tout. On s'adresse à 10 acteurs. Voilà. Quant à la gauche, évidemment, ça c'est le lieu qui fâche le plus, parce que j'imagine que chacun d'entre vous, à part les quelques éditeurs indépendants qui sont surreprésentés ici, vous avez remarqué que la plus grande partie des livres que vous lisez sont publiés dans un groupe ou l'autre, avec des maisons emblématiques. Ne prenons que La Découverte et Le Seuil, par exemple. La plus grande partie de ce qui se fait de plus chic en matière d'auteurs révolutionnaires sont publiés ici et là. Et d'ailleurs, que je sache, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, nous avons une autrice, demandez-lui où elle publie. Vous serez surpris d'apprendre qu'elle a publié dans sa carrière des livres quasiment qu'exclusivement dans des grands groupes. Voilà. Le premier problème qui se pose à nous, c'est comment convaincre donc les auteurs et ceux qui ont le choix, qui peuvent publier où ils veulent, non pas ceux qui n'ont pas le choix, qui ne publient que où ils peuvent. Quand est-ce qu'ils vont prendre la mesure que éditer leurs livres dans des maisons qui sont les acteurs principaux des dégâts contre lesquels ils luttent, jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand? Oui, sur la deuxième question, sur la stratégie de développement capitaliste en ligne, dans l'édition, dans les médias ou dans un autre ordre, spécifiquement sur les médiacités, je ne pourrais pas répondre. Par contre, il faut bien voir que tout ceci, édition, médias traditionnels, médias en ligne, c'est en fait un écosystème qui est très interdépendant en réalité. Et je crois qu'on a perdu, ou on est en train de perdre les illusions qu'on a pu avoir dans les années 90-2000 avec le développement d'Internet, des blogs, des médias en ligne, de Mediapart et autres, etc. Avec cette illusion que tout d'un coup, on aurait un espace de liberté qui nous permettrait d'échapper à ces logiques de concentration. Et en réalité, on voit aujourd'hui, avec notamment la question qui a été posée, que les stratégies en fait, de ces grands groupes se déploient indifféremment dans les médias en ligne, dans les médias traditionnels, dans l'édition, et qu'en réalité, quand on regarde qui détient quoi dans les grands canaux de diffusion en ligne, YouTube, etc., on va retrouver des grands patrons, pas forcément Bolloré, mais les grands patrons de la tech, de la Silicon Valley, etc., qui ne sont pas forcément plus recommandables que Bolloré. Donc là aussi, je crois que ce qui est... Tout à l'heure, je disais qu'il fallait ni céder au « tout est nouveau », ni céder où il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'on arrive à un moment où, on se rend compte, en fait, à quel point ces stratégies-là n'épargnent aucun canal de diffusion d'idées, qu'il s'agisse du livre, des médias en ligne ou des médias traditionnels. Alors donc, une question. Alors, j'essaie de retrouver, parce que j'ai pris la photo de l'écran, mais en fait, voilà. Alors, la question, c'est de quel œil voyez-vous l'acquisition, la capitalisation des médias par des milliardaires de gauche? Alors, je ne sais pas trop de qui il s'agit, là, mais bon. Et en quoi c'est également un problème dans le climat actuel en termes de stratégie? Vous voyez quelque chose qui ressemblerait à un milliardaire de gauche Oui. Ah ben oui, mais du côté de... Ouais, vas-y. Non, en fait, il y a, je dois faire maintenant 3 semaines, un mois et demi, je sais pas, il est sorti un petit livre qui s'appelle « Sauver l'information des milliardaires », écrit par Olivier Legrain, d'accord, notamment, et un co-auteur que je ne connais pas, mais qui écrit tout petit dessous. Donc, ça doit être un scribe, sans doute. Petit livre intéressant, petit livre d'intervention, voilà, vraiment à la première personne, vraiment fondé sur la position de l'auteur, qui est tout à fait singulière, d'accord, puisque ce monsieur est effectivement un milliardaire, et c'est effectivement un milliardaire de gauche. Alors, quand on dit milliardaire, évidemment, ça veut dire beaucoup d'argent, on n'en sait rien, trop rien, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire?
suffisamment pour savoir que ce monsieur est un acteur non négligeable de soutien des médias depuis longtemps, beaucoup, surtout une association en aide aux migrants. Voilà, donc je ne sais pas où il met la plus grande partie de son argent, mais je sais qu'il en met beaucoup dans ces causes-là. D'accord. Quelqu'un donc qui a les moyens de faire le bien, c'est aussi comme ça qu'il en parle. Cette analyse, une analyse dans laquelle il décrit assez précisément les nuisances de la propriété de médias et de l'édition par des milliardaires. Donc il va cibler évidemment les plus riches qu'on voit ici. Sterrin est aussi un acteur, mais c'est un acteur à venir, il en fait partie. Beaucoup Bolloré, bien sûr. Beaucoup Kretinsky, d'accord. Il y a deux étrangetés dedans et qui sont à l'origine de cette question, j'imagine. C'est qu'il en appelle au soutien des gens, alors non pas les milliardaires, les plus grands milliardaires, mais des millionnaires, si possible, qui pourraient aider en fait l'édition. Il en appelle à des gens riches qui se désolidarisent de leur classe, de leurs partenaires économiques naturels pour justement contrecarrer leur nuisance habituelle. La première anomalie de ce petit livre, encore une fois, elle est dans ce qui ne se voit pas. C'est dans l'édition. Où est-ce qu'est paru ce petit livre ? Ce petit livre est paru dans une marque qui s'appelle Payot. Cette marque est une marque du groupe Actes Sud. Et donc on peut commencer à demander pourquoi est-ce que quelqu'un qui va œuvrer contre la concentration dans les médias et dans l'édition va publier un livre qui appartient à un groupe éditorial dont je vous rappelle donc la propriétaire était la première ministre de la Culture de M. Macron. Donc jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas vraiment dire qu'il a œuvré contre la concentration éditoriale ni contre la politique qui est menée par ces grands groupes. Et je dirais que l'histoire devrait nous amener à être au moins un petit peu prudent quand on voit l'histoire d'un journal comme Libération, par exemple, qui est fondé comme un journal sans publicité, sans actionnaire en 1973, avec Serge July, Jean-Paul Sartre, etc., et qui ensuite se normalise complètement au début des années 80 en acceptant complètement la logique entrepreneuriale qui s'impose en fait à tous les journaux qui veulent avoir une place dans le paysage médiatique national. Et Libération est devenu ensuite le quotidien que l'on connaît aujourd'hui, dans les années 80-90, c'est-à-dire très libertaire sur le plan sociétal, etc., mais très libéral économiquement. On l'a vu par rapport à toutes les étapes de la construction européenne, etc., etc. Donc je pense que le rêve du patron de gauche, alors on nous le ressort très souvent, il y a eu Mathieu Pigasse aussi, on nous a dit ah mais oui mais lui quand même c'est un patron mais il est gentil quand même, il aime le rock, tout ça, il met des jeans, il est sympa, des jeans troués, tout ça. Bon, voilà. On l'avait sorti à chaque fois, même Aude Lancelin dans son livre qu'elle avait publié après avoir été virée du Nouvel Obs, elle dit bon c'est tous pourris mais quand même Pigasse il était quand même sympa, il était rock'n'roll, tout ça. Bon, quand on voit ce que Pigasse a fait de ces médias, il n'y a eu aucune inflexion. J'ai pas noté que les médias possédés par Pigasse étaient devenus tout d'un coup des brûlots anarchistes ou révolutionnaires. Donc je pense qu'il faut pas trop rêver. C'est un peu là aussi du marronnier qui arrive très régulièrement. Le sauveur. Bon, on attend le sauveur tout simplement parce que on est dans une situation où politiquement, en fait, on a complètement abandonné l'idée de transformer radicalement en fait les médias. C'est surtout ça. C'est qu'on est pieds et poings liés dans le monde des médias envers ces pseudo-sauveurs. Les rédactions aujourd'hui des journaux, même les journalistes qui sont les plus militants, les plus à gauche, etc., ils sont bien obligés d'accepter qu'il y ait un nouveau patron qui arrive parce que sinon ils perdent leur boulot. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif des sociétés de rédacteurs dans les années 60-70, c'était un mouvement qui avait réuni jusqu'à 20% des journalistes en France. C'était un journaliste sur 5 qui faisait partie d'une société de rédacteurs. C'est des sortes d'associations qui avaient pour but de racheter des parties du capital de l'entreprise pour en devenir le propriétaire principal. Le but, c'était pas d'attirer des gentils patrons. Le but, c'était de s'affranchir complètement de cette tutelle patronale. Et ça, imaginer ou placer ses espoirs dans l'homme providentiel et le gentil patron de gauche est le symptôme même de l'abandon en fait, de ce projet de transformation qui n'est pas si vieux que ça, en fait, et qui n'avait rien de très révolutionnaire.
Il était même soutenu par des gens tout à fait modérés à l'époque. Y compris celui dont Macron est censé avoir été l'assistant, Paul Ricoeur, voilà, qui avait même préfacé, le philosophe Paul Ricoeur, qui avait rien lui aussi d'un dangereux révolutionnaire, qui avait préfacé le livre manifeste des sociétés de rédacteurs, et qui avait même dit, bon, c'est très bien votre truc, mais il faut même aller plus loin, il faut même nationaliser tout ça, il faut nationaliser les infrastructures de production, comme ça, toutes les rédactions seront affranchies de ces logiques entrepreneuriales, etc. On va mettre à disposition des imprimeries, du matériel de production. Comme ça va affranchir les rédactions de ces contraintes financières-là. Ça se disait encore, vous voyez, au centre-gauche dans les années 60, la fin des années 60. Aujourd'hui, c'est des idées, quand on dit ça, on a l'impression de ressortir des vieilleries révolutionnaires, mais pas du tout. C'est il n'y a pas si longtemps, et c'est des choses qu'il faudrait retrouver pour justement renoncer à ces illusions d'un sauveur, d'un patron sauveur gentil de gauche. Pour préciser quand même tout de même, tu as parlé de Pigasse, il n'y a pas grand-chose de commun entre Pigasse et Olivier Legrain quand même, c'est pas la même mot, d'accord, bien sûr. Ne serait-ce que par exemple le projet côté média, côté des médias qui est le plus visible, c'est la création et l'achat d'énormes bâtiments à Paris dans le 18e qui s'appelle la Maison des médias libres. C'est son grand projet. Donc c'est vraiment la mise au service des médias indépendants d'un outil. Voilà, d'un outil, aussi qu'on appelle de synergie. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on va appeler une capitalisation des médias ni de l'édition. Donc il fabrique un outil qui est mis au service. Donc c'est un petit peu l'inverse. La question qui est posée tout à l'heure, il y a un petit contresens à ce niveau-là. La seule chose étrange, évidemment, c'est que si on n'a pas lu le livre et qu'on lit la manière dont les médias en parlent, ne serait-ce que j'ai dû lire un article de Libération qui est consacré, là on a l'impression effectivement que ça devient les milliardaires de gauche qui sont là pour sauver les médias, quoi. Mais ça, c'est la caricature qui est donnée par les médias eux-mêmes, pas par l'auteur. Il y avait une question, mais je peux la poser s'il n'y en a plus d'autres, mais c'est pour finir peut-être. C'est la question d'un auditeur ou d'une auditrice de Saint-Roustan. Et donc en demandant si la carte de cette galaxie qui a été présentée provient de photos d'un nouveau télescope. C'est une question sérieuse qui est posée donc, en ligne donc de Saint-Roustan, je rappelle, la petite commune qui n'existe peut-être pas vraiment. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus ? Ou est-ce qu'après, il y a d'autres travaux ? Ça, on peut prolonger la question. Parce que là, c'est une vision, tu disais, limitée, en fait, ou partielle, puisque ça concerne que la littérature. Littérature générale. Et est-ce qu'on peut trouver, littérature générale, et est-ce qu'on peut trouver des choses, ou des petits livres, peut-être des gros livres, qui détaillent un peu ce fonctionnement-là ? Bon, il y a ce que tu as écrit, donc la trahison des éditeurs, mais est-ce qu'on peut trouver de manière synthétique des choses comme ça qui permettent de comprendre ? Parce que là, enfin voilà, donc on a une image, on a une photographie de la situation, mais est-ce qu'il y a à part, peut-être vous pouvez peut-être parler des travaux d'Acrimed, des travaux du Monde Diplo, enfin de tout ce qui peut aller dans ce sens-là ou pas ? C'est-à-dire que, comme je disais, Acrimed et le Monde Diplo sont occupés des médias, mais l'édition, je suis désolé, mais il n'y a que nous qui en sommes occupés, quoi. Voilà, donc je suis désolé, vous êtes condamnés, il n'y a que ça et le bouquin, donc voilà, je suis désolé. Et effectivement, oui, mais l'image est juste, c'est-à-dire que l'image du télescope est pas si bête que ça. En fait, il y a un télescope qu'on a effectivement braqué sur le monde de l'édition, mais ce télescope, c'est les petites mains qui ont conçu cette carte, c'est-à-dire un graphiste, un média indépendant qui Le Vent se lève, et une maison d'édition indépendante qui sont les éditions Agone. Voilà. Merci à tout le monde. Ou encore une question ? Mais bon, on accepte cette dernière question avant de conclure. C'est pas tout à fait une question. Mais c'est juste parce que plusieurs fois le nom d'un journal a été dit, c'est le Monde Diplo. Alors je fais partie de l'association des Amis du Monde Diplomatique et c'est juste pour dire que une des solutions aussi, on n'est peut-être pas obligé d'attendre un milliardaire qui va venir sauver l'édition, mais nous, aux Amis du Monde Diplomatique, on s'est créé dans les années 98. Suite à une tentative d'OPA sur la société anonyme Le Monde. Et ce sont les lecteurs qui se sont organisés pour prendre une partie du capital. Et avec la fondation Guzman, qui est une fondation de journalistes, nous actuellement, nous avons l'association à 25% du capital.
Et ce qui fait qu'avec la Fondation Guzman, aujourd'hui, même s'il y avait une OPA dessus, même si 51% étaient pris par quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas, sans notre accord, changer une ligne de la ligne éditoriale du journal. Voilà. Donc ça, c'est aussi peut-être aux lecteurs de s'organiser pour pouvoir justement essayer de faire en sorte que les journaux restent indépendants et en dehors de ces tendances-là, quoi. Ok. Donc je rappelle, bon, je ne sais pas si vous avez amené des exemplaires de la photo du télescope. Ouais, donc je suppose que c'est à disposition. Voilà, donc si vous voulez la photographie de l'univers, c'est vendu. Oui, parce que c'est un joli document, donc c'est vendu combien ? 18. Non. Si. Ah si, bon, voilà, ok. Hein ? 18 ? Je n'osais pas le dire, mais... Donc voilà, il y a ça. Et puis donc les livres, La trahison des éditeurs de Thierry. Ah bah, les médias bourgeois, c'est un peu de la gymnastique de Dominique. Là c'est Pauline Perreno donc, qui n'était pas là, mais bon, c'est la gauche contre les médias. Et puis donc effectivement ce petit livre qui est écrit par plusieurs auteurs, autrices, maisons d'édition, donc c'est Desbordet-Bolloré, voilà. Donc c'était les 4 livres présentés ce soir, vous pouvez toujours acheter à la librairie. Et puis voilà, en médias indépendants, il y a aussi, en médias indépendants, tout petit média indépendant, l'anticapitaliste, voilà, mais enfin je vous dis ça en passant. Et puis voilà, merci donc à Thierry et à Dominique, merci aux personnes qui sont venues, merci aux personnes qui ont suivi donc en ligne, hein, entre 100 et c'est monté jusqu'à 1000, parce qu'en fait on trafique les chiffres un petit peu, c'est un peu comme un manif, hein. Voilà, on fait comme LFI ou la CGT, on gonfle un peu, mais voilà. Et puis merci à l'équipe technique, hein, sans qui il n'y aurait pas la diffusion en direct et en différé de l'émission. Voilà. Et donc je rappelle 2 rendez-vous de la semaine. Je ne sais pas si l'équipe technique sera là, mais vendredi qui arrive, donc le 21, non le 20, vendredi 20 juin, il y a Monique Vincent-Charlot qui sera là à la librairie pour son livre Les riches contre la planète. Et donc l'équipe technique sera là, donc ça sera diffusé en direct. Et le lendemain, donc le samedi 21 juin, juste avant la fête de la musique, c'est Jean-François Corti qui sera là pour un livre qui s'appelle Géopolitique de l'aide humanitaire. Donc ça fait un peu le bilan des interventions humanitaires. Et donc Jean-François Corti, c'est le président de Médecins du Monde. Et on discutera de tous les drames humains, en tout cas, qu'il y a. Et puis voilà, l'aide humanitaire, tout ça, quoi. Voilà, donc c'est samedi et ça sera peut-être diffusé en direct, je ne sais pas encore, parce que c'est pas prévu vraiment, parce qu'en fait l'équipe est en congé. Donc ça sera juste à la librairie pour le samedi 21 juin. Voilà, et puis bonne soirée à toutes et tous.